que j'y reviens, j'y reste. Donc ça, on en a entendu parler de long en large. Donc c'est ça, des gens qui seraient potentiellement partis qu'on peut rattraper ici, mais aussi de parler aux jeunes, aux étudiants, à ceux qui fréquentent vos établissements scolaires pour semer des graines, hein, puis de leur donner envie de... Nous, on aime parler un peu de l'élastique, partir, mais aussi, pouf, à un moment donné, revenir à la maison. Donc, on est vraiment dans ces sujets-là. Donc, première chose, développer le narratif. Et ensuite de ça, donc le narratif s'appuie sur deux types d'argumentaires, si on veut. Des arguments qui sont plus objectifs, si on veut, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on étudie, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'il y a de l'emploi, mais aussi des arguments qui sont un petit peu plus de l'ordre de l'identité du territoire, de l'émotion, parce que quand on analyse les parcours de migration, donc les gens qui bougent de lieu, c'est rarement, dépendamment des clientèles, c'est rarement pour un seul objectif ou ah, j'ai trouvé une maison ou ah, j'ai trouvé une job. Les gens ont souvent tendance à avoir à amalgamer ça avec la culture, avec des gens qu'ils ont rencontrés, avec la vibe du lieu. Donc, c'est des éléments qui sont un petit peu plus intangibles, mais qui font que votre communauté est ce qu'elle est, puis qu'elle est accueillante, puis qu'on a envie d'y venir et d'y rester. Donc, tout ça fait partie d'une première étape. Ensuite de ça, on a un deuxième volet qui touche davantage le design graphique. Donc, prendre là où Inspire est rendu aujourd'hui avec le logo, avec le site web, avec tout ce qui a déjà été fait et de développer davantage d'outils visuels pour être capable de faire vivre cette image-là et de la projeter à l'extérieur avec la troisième étape, une planification au niveau des communications, donc de soutenir le travail d'Arsène notamment dans tout son mandat au niveau du marketing territorial, donc d'identifier les bonnes clientèles cibles à qui on veut parler avec les bons messages et les bons outils de communication. On ne joindra pas un étudiant avec le même média social qu'on va vouloir rejoindre une clientèle de 60 ans et plus. Donc, nécessairement, on va adapter les outils et tout ça va être détaillé dans une planification des communications. Oui, qui va pouvoir soutenir le travail d'Arsène, mais aussi, je regardais le plan d'action tout à l'heure d'Inspire avec différents volets. C'est sûr que ce mandat-là peut aussi amener à réfléchir davantage au niveau de l'attraction de main-d'œuvre nécessairement, donc de toucher d'autres éléments que le travail d'Arsène, et voilà aussi pour l'attraction d'entrepreneurs. Donc, qui dit attraction d'entrepreneurs ou relève entrepreneuriale dit aussi maintien de services de proximité, donc rétention. Donc, tout ça travaille ensemble et on est là avec vous dans ce beau projet-là. Et nous, on est arrivés vendredi dernier. Comme on avait, je suis accompagnée de deux collègues qui présentement sont en train de faire du petit rattrapage de courriel. Donc, on est arrivés vendredi. J'ai une collègue qui a déjà visité la péninsule vraiment plusieurs fois, mais moi et Claudia, à part être venue avec nos parents quand on était jeunes, ça faisait un petit bout, là. Fait qu'on avait besoin d'un petit update. Donc, on est arrivé vendredi, un peu plus dans un cadre informel, on s'est promené. On a visité là, vraiment une bonne partie du territoire. Et cette semaine, on avait un horaire assez bien garni avec notamment, là, on a rencontré différentes personnes dans le cadre du lancement de la semaine des PME, mais aussi Touriscope, donc le mandat avec Xavier, pour essayer de faire des liens avec tout ce monde-là. Et voilà, donc on repart demain matin, ça va faire une semaine qu'on est là, qu'on s'imprègne, qu'on rencontre plein de gens, dans le but non seulement de commencer à formuler certaines idées dans nos têtes au niveau de l'argumentaire, mais aussi de faire des liens avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire parce que l'attraction et la rétention de population, oui, ça peut être un mandat qui est mené par Inspire, donc qui agit en termes de leadership dans ce dossier-là, mais vous comprendrez que autant la grandeur de ce mandat-là implique nécessairement un travail en partenariat et donc on va essayer de faire le plus de liens possible avec tous les acteurs socio-économiques qui touchent de près ou de loin ces dossiers-là pour être capable d'avancer là-dedans avec une vision qui est concertée, qui provient du milieu, mais qui aide aussi à structurer un certain nombre d'initiatives qui vont pouvoir s'inscrire dans le temps.
Donc, j'avais 10 minutes, je pense. Ça doit faire à peu près ça. Je ne me suis pas timée, mais je pourrais partir demain pendant une couple d'heures. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi à ce stade-ci. Sinon, on aura très certainement l'occasion de se reparler à travers le temps. Moi, j'ai peut-être une. Oui. D'ailleurs, votre première sortie hors Québec, qui est arrivée vendredi, correspond également avec la première sortie de Maxi hors Québec. Ah oui, c'est ça. On n'a aucun lien avec Maxi. Mais ça nous amène à réfléchir sur que Maxi n'est pas venu dans la péninsule acadienne pour rien, c'est qu'elle a identifié dans cette région une population, valeurs et traditions. Quelle est, selon vous, la force C'est la phrase la plus scientifique de notre travail pour expliquer mon propos. Le monde attire le monde. Donc, on travaille beaucoup avec cette notion-là de communauté, en fait, parce que les valeurs que vous partagez, c'est pour ça que c'est important de le définir, ça, de définir les valeurs, puis tu sais, il y en a un petit peu partout dans toutes vos planifications, tout ça, donc évidemment qu'il y a un travail de fond qu'on va faire pour aller chercher ça. Et présentement aussi, il y a une consultation en ligne adressée à la population qui pose ces questions-là également. Donc, essayez d'avoir un fit au niveau des valeurs entre le type de personnes qu'on veut attirer et celles que vous défendez ici. Donc, si on a des valeurs de préservation, d'héritage, ben, on va essayer d'aller chercher des gens qui sont sensibles à ces valeurs-là. Donc, il y a autant au niveau des valeurs, mais aussi au niveau des moyens d'action. Bon, dans le monde dans lequel on vit, on peut investir énormément d'argent dans la publicité numérique, mais quand on travaille avec des ambassadeurs et des portraits qui rayonnent, ben, on a souvent, on rejoint des réseaux, des gens qui sont près de vous aussi. Donc, on travaille beaucoup en nano-influence, donc en petite influence comme ça, de par souvent la nature des budgets qui nous sont confiés. Hein, on n'a pas toujours des grands budgets. Bon, la Baie James, eux autres, ont des budgets faramineux pour reconstruire des organisations, puis des budgets marketing impossibles. Mais quand on arrive dans des milieux comme ici, on doit souvent travailler avec des moyens plus limités, mais donc ça nous amène à travailler vraiment avec les gens de votre communauté, partir de là. Et donc, c'en est un. Évidemment, l'emploi en est un autre. Facteur d'attractivité, quand je disais qu'on travaille un peu toujours avec des raisons objectives et subjectives, c'est un peu ce mix-là. Mais toujours est-il que attirer des gens sur la simple base de l'emploi aujourd'hui, ça commence à être un petit peu plus difficile comme discours. Souvent, il faut s'ouvrir autre chose. Oui, il y a de la job, mais il y en a partout. Donc, c'est un peu de voir qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui vous distingue ici, comment, puis tu sais, quand on travaille un positionnement de région, c'est ce qu'on va faire, on travaille avec l'identité, ce que vous êtes, donc que votre population reconnaît. On travaille avec la vision parce qu'on amène les gens quand même, vous bâtissez un projet de société avec ce que vous êtes en train de faire. Et la clientèle cible, à qui est-ce qu'on veut s'adresser en priorité? Donc, notre but, c'est d'essayer d'arriver en plein cœur de ce triangle-là parce que si on est trop proche, si on est trop dans la vision, votre monde va dire non, on n'est pas ça encore. Et donc, il va manquer d'adhésion. Et si on n'a pas d'adhésion locale, notre projet tombe à l'eau.
Si on est trop en train de parler à des gens de l'externe, puis qu'on ne parle pas à notre monde, c'est la même chose qui va arriver. Puis si on est trop dans nos petites affaires, puis qu'on manque de vision, puis qu'on n'essaie pas d'aller vers ce que les gens ont besoin d'entendre, ben on va se tirer dans le pied aussi. Donc, le but, c'est d'essayer d'arriver, c'est un peu théorique, mais on va essayer d'arriver dans ce cœur-là. Et notre diagnostic, la première étape, c'est de venir faire un reflet de ce qu'on aura perçu, autant à travers la consultation, la visite terrain, toute la documentation qui va nous être fournie, toutes les rencontres en bilatéral, ce qu'on a entendu dans les écoles. Donc, de venir fournir un portrait sur quels sont les actifs qui sont stratégiques, quels sont les actifs qui sont identitaires, comment se formule votre vision, puis à qui est-ce qu'on parle. Donc, ce sera un premier reflet qu'on fera valider par vos équipes avant d'aller plus loin puis d'entamer la suite du travail. Au niveau de la vision, est-ce qu'on fait référence à une vision péninsulaire ou vous faites une référence à une vision régionale? Parce que je sais que vous avez rencontré, je pense lundi, c'était à Chipagan pour rencontrer l'agent de développement économique. Mais est-ce que le but, c'est de revenir, une fois que le diagnostic sera terminé, collectivement ou individuellement, pour justement voir quelle piste d'action on pourra entreprendre par la suite? Oui, ben le but, c'est vraiment de développer. Puis en fait, souvent, là, on n'a pas encore épluché tous les documents, mais souvent, on a des éléments de vision qui ont déjà été travaillés par vous et par différents partenaires. Donc, quand on voit que cette vision-là colle avec l'attractivité, on reste là-dedans parce que c'est déjà une vision que vous avez travaillée. Il y a des milieux dans lesquels on arrive où la vision a été écrite il y a 15 ans. Et il y a un travail d'actualisation à faire. Donc, mais toujours est-il qu'on se colle au mandat d'Inspire, donc de travailler au niveau de la péninsule dans sa globalité. J'ai eu l'occasion de parler avec Danick chez vous, que vraiment, il a été tellement généreux de commentaires. Et donc, pour les autres municipalités, on va vous proposer aussi des rencontres en bilatéral là, pour essayer d'aller creuser un peu plus les facteurs d'attractivité qui sont propres à chez vous pour être quand même capable de dégager une vision d'ensemble. Et en fait, c'est la beauté des territoires, hein, c'est que chacun d'entre vous avait des particularités qui vous sont propres. Et j'aime utiliser un peu le principe de la coopétition, qui est un mot que j'aurais voulu inventer, mais il existait déjà. C'est que dans chacun de vos municipalités, évidemment que s'il y a des nouveaux arrivants, bon, où est-ce qu'on les installe? Ben, c'est eux qui choisissent, hein? Fait que qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir un lieu plutôt qu'un autre? Ça relève du développement local, qui est propre à chacun de vos endroits. Par contre, là où ce qui commence à être très intéressant, c'est de se mettre ensemble, par exemple, pour attirer des gens, parler d'une voix forte pour la péninsule. Donc, le volet coopération vient là. C'est qu'on met nos efforts ensemble pour formuler un discours qui est fédérateur. Puis après ça, ben, tranquillement, les gens vont faire leur choix à travers vos différentes municipalités. Denis? Deux petites questions faciles. Tant mieux. Ça veut dire que vous êtes dans la région? Oui. Vous aimez ça? Ben là, oui. Vraiment. Nommez-moi 2 points marquants. Souvent, on dit à la blague que tous les territoires, dans les premières valeurs que les gens disent d'eux, tu sais, quand on dit parlez-nous de ce que vous êtes, tu sais. Puis bon, les gens de la baie James, les gens de la Abitibi, les gens de la Gaspésie, tout le monde dit nous, on est accueillants. Puis des fois, on est comme ouais, OK, mais encore. Par contre, vous, c'est vrai. Vous autres, c'est vrai. Puis évidemment, le territoire, la mer, le côté à la fois maritime, mais aussi rural, il y a quelque chose là-dedans qui est fort au niveau de l'environnement qui vous entoure, qui a façonné le mode de vie. Donc, c'est des éléments de base avec lesquels on part. On ramène ça dans nos petites valises. Après ça, on laisse ça décanter. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de la consultation publique aussi parce que c'est un élément, c'est rare qu'on peut avoir accès à la population. Bon, il y a certains moments où est-ce que pendant la fin de semaine, pendant la semaine, on se dégage un peu de j'enlève mon veston, je reste en t-shirt, puis là, on jase avec les gens. Fait que, notre soirée au trafic, là, ben, on a rencontré le chef du Pinocchio, la chef, la propriétaire du trafic. Fait on arrive à poser des questions qui sont plus de l'ordre de l'informel.
Puis les gens ont été tellement généreux de commentaires. Fait que tout ça, ce soir, ce soir, je vais enlever mon veston, puis là, on part avec un autre approche. Donc, voilà, pour l'instant, on a perçu beaucoup de choses, mais avant de les formuler, on va mettre nos idées ensemble, puis on va proposer un portrait de ce qu'on a constaté. Puis, ce sera à vous de nous dire si ça colle. Si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, on retourne travailler. Merci, puis comme ça, tu ne trouves pas. Ben oui! Plus de questions. Et vous avez plein d'huîtres, qui est comme ma passion. Denis aussi. Peut-être un commentaire basé sur ce que tu as mentionné et ce que tu avais besoin. Je sais que nous, on a eu une consultation publique 4 années passées. On a monté un plan stratégique. Ça fait qu'il y a une grande partie de la municipalité qui a été en mesure de ressortir les 9 axes d'intervention, ce que la municipalité devait agir. J'imagine que ça pourrait être un de tout ça, là, on veut l'ensemble de l'œuvre. Vous pouvez tout transférer à Claude qui va ensuite me transférer ça. Puis oui, tu sais, justement, là, si vous avez des planifications stratégiques, des portraits, des politiques culturelles, des politiques familiales, peu importe ce que vous avez travaillé dans les 3 à 5 dernières années, on a besoin de cette matière-là. Plus on va en avoir, plus notre analyse va se peaufiner. Et aussi, bon, là, comme on a eu l'occasion de le faire avec Danick, on veut le faire avec chacune de vos municipalités également, là, pour approfondir aussi le volet plus local, pour éventuellement ramener ça au niveau de la péninsule. Merci. Cassien, plus une petite question. Au niveau du sondage que vous avez mentionné, oui. Je ne pense pas en avoir vu passer. Je ne sais pas si... Oui, je pense je sais qu'on l'a partagé sur notre page de la CFR, mais je pense qu'on va travailler à vous envoyer les liens éventuellement. Oui, là, pour l'instant, on est à une 40aine de réponses. Oui. Idéalement, on se rend à au moins 150. Oui. Là, tu sais, c'est ça, là, Arsène il a fait déjà des premières approches. Là, on a imprimé des feuilles, on les a mis un petit peu partout. On en a parlé dans chacune des rencontres et à chaque personne qu'on a rencontrée. C'est pour ça que je prenais le temps de le nommer aussi. Encore là, plus on a de réponses, plus on peut se servir de ces données-là de façon probante. Si on a 40 réponses, ça vaut ce que ça vaut. Donc, oui, si vous pouvez partager ça aussi à travers vos outils de diffusion, on serait bien heureuse parce qu'on a tous des filles chez Visage Régional. Pouvez-vous rajouter une question sur quelles sont nos chances de réélection à l'élection de On est en plein là-dedans au Québec. Les élections la semaine prochaine. Oui. Bon, ben merci beaucoup. Merci pour la présentation. Et on se reparlera assurément pour la suite. Oui. À vous, une belle soirée. Merci. Si ça vous prend bon, sur OK. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur la présentation? Bon. On a parlé là-dessus. Ça va? Ben, je pose une question. À son bout, C'est une décision qu'on avait prise dans le fond, je pense, durant l'hiver, on avait pris une décision de prendre cette avenue-là, de travailler sur notre concept d'attractivité, parce que c'est ça qui est le but au niveau de nos services de développement économique, c'est de travailler sur l'attractivité. Puis eux, on les avait approchés au départ, lorsqu'on a voulu mettre notre stratégie régionale en place, on les avait approchés au départ de faire notre stratégie, parce qu'on savait leur expérience et leurs compétences en la matière, mais ils n'avaient pas accepté à ce moment-là. Ils étaient trop occupés, puis il y avait beaucoup d'autres dossiers. Donc, lorsqu'on a eu les fonds, en tout cas, quand on a travaillé sur le dossier d'attractivité, on a dit c'est eux qu'on va avoir. Ils sont vraiment des experts dans leur domaine, ils sont vraiment bons. On a vu les résultats qu'ils ont apportés dans d'autres régions. Puis Geneviève va travailler fort pour les savoir. Donc, on est content de les avoir dans notre région là, pour faire ce travail-là. Merci. Avant d'aller plus loin, juste pour vous informer, ça me semble des vieux livres. Je vois là les deux machines. Ces deux machines-là sont en train de l'enregistrer, puis la réunion est live. Ça n'a pas fonctionné d'être live, mais j'ai réussi à l'enregistrer. Je vais le mettre sur YouTube. Ça n'a pas fonctionné le live, comme ça, on a fait des tests après. Mais il va devenir live plus tard. Oui, c'est ça. C'est juste qu'il n'est pas live présentement. C'est juste pour vous dire que c'est enregistré quand même. Oui, puis quand vous parlez, ça va directement. Vous nous direz comment ça fonctionne. Je pense que tous les conseils municipaux ont des défis de diffusion avec des lundis soirs. Toujours un succès. OK.
On passe à l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Il n'y a pas de correction. On est d'accord avec. Il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption? Oui. Robert et Denis? Il y a des questions, commentaires? Des questions? Alors, prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre? C'est adopté. Les affaires découlant du procès-verbal sont dans le rapport de la première dirigeante. Alors, on va passer au rapport de la première dirigeante. Donc, résumé du travail pour la réunion du 25 septembre. Donc, on avait fait une résolution pour envoyer une lettre au ministre afin d'exiger que le prochain plan d'infrastructure comprenne l'implantation de tours de communication. Donc, suite à cette résolution-là, on a eu une rencontre justement le 1er octobre avec la première ministre et le vice-premier ministre afin de discuter du dossier avec nos CFR voisines, celle de Restigouche et celle de Chalard. Donc, une lettre de remerciement a été transmise par la première ministre au vice-premier ministre pour les remercier de leur disponibilité, de la rapidité de nous avoir rencontrés. Par la suite, il y avait eu une résolution concernant l'adoption d'un guide opérationnel pour l'administration du naloxone pour l'ensemble des brigades d'incendie. Je sais que le travail se poursuit. On attend la directive de la Information du médecin de en chef. C'est ça, pour être en mesure de partager ces informations-là. Donc, ça continue. Donc, vous devriez avoir vos casernes, vos chefs pompiers, tout ça, devrait être mis au courant prochainement sur le dossier. Par la suite, on avait une résolution sur l'acquisition de 4 mini-fourgonnettes pour une somme totale de 206 000 $. Donc, les mini-fourgonnettes seront disponibles d'ici novembre. Donc, on devrait tous les recevoir. Par la suite, on avait présenté, c'est sur le budget. Donc, vous savez, on a une période de 45 jours au moins pour consultation parlementaire. J'ai rencontré également les directeurs généraux la semaine dernière. Puis, jusqu'à présent, on n'a eu aucun commentaire suite à la présentation du budget. Peut-être que ce serait important, s'il y a des commentaires ou des préoccupations avant l'adoption du budget, de contacter Mélanie. Puis il est prévu le 10 novembre. Le 10 novembre. Ouais. Pour s'assurer lorsqu'on va arriver le 10 novembre, que tout le monde a compris le budget, c'est des questions, les jours qu'on arrive au 10 pour discuter. C'est ça. Rencontre concernant l'étude sur l'évaluation de l'efficacité des modèles de CSR. Donc, on en avait parlé déjà précédemment. Les consultants qui ont été embauchés dans le cadre de l'étude vont rencontrer les CSR. Donc, notre rencontre va être prévue pour le 18 novembre prochain. Je vais vous envoyer un courriel précisant l'heure et tout ça de la rencontre. Donc, l'heure sera précisée dans la communication que je vous envoyais à cet effet-là. Départ de la directrice de croissance, donc probablement vous êtes déjà au courant que Mme Geneviève Lantaigne a quitté l'équipe au début du mois d'octobre pour relever un autre défi professionnel. Donc, à la suite de son départ, on a apporté des ajustements temporaires à la structure. Donc, c'est Claude qui va prendre la direction du service de développement économique, puis Xavier prendra également la direction du service de tourisme, mais ils vont travailler en collaboration comme que c'était fait avant, mais c'est juste qu'ils vont travailler un peu plus sur leur dossier en particulier. Donc, on va essayer ça pour quelques mois, puis on verra par la suite si la structure se poursuit de cette façon-là. Donc, on a la chance de voir ça dans les prochains mois. Si vous tournez maintenant à la page 3, qui est le service d'urbanisme, donc pour la période, vous avez justement l'information qui est du 1er avril au 31 mai, mais c'est le 1er septembre au 30 septembre. Donc, au cours des 22 jours de travail durant cette période-là, le service d'urbanisme a traité 290 demandes. Vous avez également aussi l'information au niveau des demandes de permis. Donc, pendant cette période, il y a eu 59 demandes qui ont été soumises via Cloud Permit. 40 permis ont été émis, 13 demandes incomplètes ont été rejetées après relance et clarification auprès des clients. Et 3 demandes sont toujours en traitement. Puis le délai moyen se maintient dans environ les 5 jours au calendrier. Puis on a émis en moyenne 3,25 permis par jour. Si on fait une comparaison annuelle, donc depuis le début de l'année, 451 permis ont été émis pour 541 demandes, comparativement à 368 permis l'année passée pour 620 demandes. Donc, le taux de complétion est ainsi passé de 59 à 83 en 2025. Donc, les résultats témoignent encore d'une réduction significative de demandes incomplètes, donc qui reflète direct des changements qui sont apportés. Donc, on travaille toujours dans ce sens-là et ça fonctionne toujours bien.
Au niveau de l'investissement au sol, vous voyez également qu'il y a eu une augmentation au niveau des investissements au sol, donc 43 millions comparativement à 37 millions pour l'année dernière. Puis, on vous précise également des projets qui ont contribué sûrement à l'augmentation de cet assiette fiscale. Vous voyez également aussi l'information au niveau des inspections, le signalement d'infraction. Si vous tournez à la page 5, vous voyez également d'autres points d'activité. Les différentes rencontres qu'il y a eu avec les différentes municipalités, donc celle de Haute-Terre pour préciser des projets de modification réglementaire. Le 9 septembre, première rencontre du comité de développement agricole. Vous avez également une copie, vous avez reçu une copie du procès verbal. Notre région a également aussi accueilli l'AGE de l'Association des agents d'aménagement du Nouveau-Brunswick. Puis cette rencontre annuelle était l'occasion d'échanges constructifs entre praticiens de toutes les régions de la province, ainsi que d'assister à des sessions de formation très diversifiées. Donc, des rencontres, des présentations d'avocats, d'arpenteurs, ressources humaines, historiens, ministères. On a eu également des rencontres avec Caraquette pour le nouveau plan municipal. Il y a eu des rencontres aussi avec l'administration municipale. Rencontre de suivi avec le consultant pour le nouveau plan de Rivière-du-Nord. Puis le 29, il y a également eu aussi une rencontre avec le conseil municipal pour faire le point sur plusieurs modifications réglementaires qu'ils souhaitent mettre en place. Et on parle maintenant des services de déchets. Au niveau du triage, donc, la cadence de production a légèrement diminué en raison de la mise à pied de trieurs temporaires. Donc, c'est sûr qu'en courant de l'année, il y a eu des gens qui ont remplacé d'autres gens. Donc, on a essayé justement d'être un peu optimal dans la façon qu'on travaille parce qu'il y avait un peu plus de monde que prévu au niveau de notre budget. Donc, on voulait s'assurer qu'on respecte le budget qui est établi. Donc, bien qu'aucun problème de manque d'espace ne soit actuellement observé, une accumulation de matière a été constatée. Donc, le volume tend toutefois à diminuer à l'automne, ce qui permet de maintenir une capacité d'entreposage suffisante, sauf en cas de bris mécanique majeur. Il y a eu des rencontres également avec Circular Materials afin de discuter de l'avenir du triage dans la péninsule Acadienne et dans le nord de la province. L'année 2026 marquera la dernière année du contrat actuel de triage. Bien qu'aucune obligation ne lie Circular Materials à l'utilisation des infrastructures régionales, des informations officielles indiquent que l'intention de l'organisme est de construire un centre de triage ultramoderne dans la région d'Halifax. Donc, ce centre desservirait l'ensemble des matières recyclables de la province et de la Nouvelle-Écosse également. Dans ce contexte, les installations de péninsule et des autres régions pourraient devoir procéder au transbordement et à la compaction en vrac des matières collectées dans des remorques à grande capacité. Donc, on travaille encore pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire au niveau de nos régions. Donc, il y a encore des rencontres qui sont prévues dans les prochains mois pour mieux comprendre qu'est-ce qui sera les prochaines étapes au niveau du triage des matières recyclables. C'est pas nécessairement une surprise, on en avait déjà discuté au préalable que c'était ça qui était l'intention là, à moyen et long terme, mais c'est là qu'on est rendu. Au niveau de la collecte, donc le contrat de collecte des matières recyclables arrivera également à échéance le 31 décembre 2026. Là, contrairement au niveau du triage, le Météorologue a demandé si une prolongation du contrat pour une période additionnelle de 5 ans serait envisagée. Donc, on a dit oui. Il y a un intérêt de notre côté pour poursuivre l'entente qu'on a avec Super Materials, mais pas avec le taux qu'on a actuellement. Donc, il va falloir qu'on revise le taux pour que ça fasse un peu plus de sens, je vous dirais, par rapport aux finances. Donc, on va avoir d'autres rencontres, d'autres discussions, puis on vous tiendra au courant de la réflexion par rapport à ça. Centre de transbordement, le poste de gestionnaire des opérations du centre de transbordement a été affiché il y a quelques semaines. On a eu environ une vingtaine de candidatures qui ont été reçues. Le processus d'entrevue actuellement en cours, mais je pense qu'il est finalisé. Là, donc, on devrait être en mesure d'arriver avec un choix au niveau d'un gestionnaire pour le centre de transbordement. Au niveau du tourisme, donc au niveau de la stratégie régionale de croissance touristique, il y a du travail qui est fait dans vos communautés et je crois que c'est terminé. Je pense que pour les rencontres au niveau touristique, je pense que c'est terminé pour. Ce soir, oui. Okay. Donc, puis par la suite, il va y avoir d'autres développements au niveau de ce projet-là. Promotion et mise en valeur de la région. Donc, il y a eu 8 candidatures de la péninsule qui ont été soumises pour les prix du gala de l'ITLB qui se tiendra à la fin octobre. C'est la semaine prochaine, c'est ça. Afin de souligner les initiatives et le dynamisme des entreprises touristiques de la région. L'équipe poursuit également la préparation de la participation Atlantic Canada Showcase qui aura lieu au début octobre, qui offrira une vitrine importante pour la promotion de la péninsule acadienne auprès des marchés hors province. Depuis une rencontre avec la firme BBFI a permis d'amorcer la planification des campagnes automne-hiver ainsi que le développement des visuels pour la campagne 2026. Mais j'aimerais aussi mentionner que Tourisme Péninsule est encore en nomination cette année pour le prix marketing petite entreprise. C'est ça. Donc, c'est la deuxième année. L'année passée, on avait gagné justement cette reconnaissance-là au niveau de la province. Donc, on a encore cette année
en nomination. Donc, ça démontre quand même le travail qui est fait au niveau du marketing avec la grosse équipe à Xavier qui est tout seul. Donc, il faut quand même qu'on mentionne là, que c'est quand même impressionnant le travail qui est fait avec une seule personne. Donc, bravo pour le travail, puis bravo pour la reconnaissance également. Aussi, gouvernance et partenariats régionaux. Donc, un session de travail est tenu concernant la mise en place d'une redevance touristique. Donc, on en avait déjà parlé aussi au cours des derniers mois pour la péninsule acadienne. Donc, on a eu des rencontres, on a revu un peu l'arrêté qui avait été établi il y a quelques années. Donc, on l'a revu pour l'actualiser, pour le mettre à jour, pour s'assurer qu'elle corresponde bien à la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'ai rencontré également les directeurs généraux la semaine dernière. Je les ai informés qu'ils auront une correspondance prochainement de ma part là-dessus. Puis probablement, il y aura peut-être les conseils municipaux qui souhaiteront peut-être rencontrer là, Xavier à ce niveau-là pour discuter peut-être plus en détail de qu'est-ce que les intentions derrière la redevance touristique, mais seulement pour vous dire que ça s'en vient dans les prochaines semaines. On vous parle également aussi de la campagne BV5, quelque chose peut-être que vous ne remarquez pas, étant donné que ce n'est pas nécessairement dirigé pour vous, là, mais après, on a eu un lancement de la campagne de recrutement des médecins par BV5. Donc, après approbation des visuels et des vidéos de promotion, la campagne est lancée sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le public cible correspond aux élèves finissant des institutions d'études canadiennes francophones, jeunes médecins diplômés, médecins d'expérience, souhaitant changer d'environnement professionnel. Donc, on reste en attente encore du premier rapport d'analyse de la performance de la part de BV5. Donc, moi, j'ai vu les premières images. J'ai peut-être pas vu le résultat fini, mais c'est quand même intéressant. Là, on va voir des médecins qui sont actuellement là, en poste dans la région, des jeunes médecins qui disent pourquoi ils ont choisi la péninsule acadienne comme endroit pour pratiquer. Donc, c'est ces outils-là maintenant qu'on utilise à l'extérieur de la région pour faire revenir nos médecins dans la région. Poser des questions. Oui, absolument. Oui, absolument. Merci, Monsieur le Président. Puis ça, le matériel, on peut le retrouver où si on veut le visionner? C'est une bonne question. Je pense que c'est Arsène qui travaille directement sur les... C'est Tony. C'est Tony, OK. Oui, on pourra faire une compilation, là, puis faire un partage. Oui. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant qu'on nous aussi, on puisse le partager sur nos... Parce qu'effectivement, les chances que vous le voyez dans l'algorithme, c'est à peu près nul. Oui, ouais. On pourrait vous transférer l'information. Absolument. Maintenant, si vous allez à la page 8 du rapport, si vous allez par exemple au niveau des développement économique, donc c'est la visite du Consul général de France. Donc, on en avait parlé la réunion précédente aussi. La visite du Consul général de France pour les provinces atlantiques porte ses fruits puisque des discussions sont officiellement entamées pour qu'un déplacement en Charente-Maritime soit organisé. Donc, la mission prévue pour novembre se fera en collaboration avec le bureau du ministre de la Francophonie, l'honorable Robert Gauvin. Donc, on a été invité à participer à cette rencontre-là pour créer également une collaboration régionale dans cette région-là. Donc, c'est Claude qui va y participer dans les prochaines semaines. Suivi du forum sur les défis de la main-d'œuvre. Donc, le forum sur les défis de la main-d'œuvre présenté en avril dernier continue de faire jaser et plusieurs rencontres ont lieu avec les partenaires de Travail Nouveau-Brunswick et du Conseil économique. Une formule de déjeuner de causerie est proposée pour être présentée durant la semaine des PME d'octobre. Nous y présenterons les résultats des consultations publiques, mais également des rappels des services du CAINA et l'avancement des travaux sur la création d'une chambre de commerce péninsulaire. Vous l'avez probablement entendu parler un peu là, dans les médias récemment. Donc, Chambre de commerce péninsulaire, donc le consultant a terminé les travaux et la coalition devrait se réunir pour déterminer la suite des choses. Donc, on a reçu, nous, le rapport. Je sais que la coalition va se rencontrer et discuter des prochaines étapes à cet effet-là. Investissement direct et étranger, donc c'est un rapport aussi. Je vais probablement demander aussi à Claude à la réunion de novembre de nous présenter un peu le travail qui est fait à cet égard-là. C'est vraiment intéressant qu'on ait eu un rapport du consultant. Il y avait eu également des consultations avec les municipalités sur ce dossier-là en particulier. Au niveau du développement communautaire, maintenant, au niveau de l'embarquement par mois pour le transport, donc on a eu un record au mois de septembre, je crois, c'est ça, hein, donc 1200 embarquements pour le mois de septembre. Donc, on voit le chiffre augmenter presque de mois en mois, donc c'est vraiment encourageant. Donc, les gens s'approprient de plus en plus le service. Et comme vous le savez, on travaille fort pour être en mesure d'élargir l'offre. On a eu des rencontres, je pense, très positives avec la SDR la semaine dernière pour leur présenter vraiment nos priorités et le transport fait partie évidemment de cette priorité-là, donc pour nous aider à élargir encore plus l'offre de services qu'on a actuellement. Maintenant, si vous passez à la page 10, au niveau de sécurité publique, donc mise à jour du plan régional d'intervention d'urgence, peut-être que certains d'entre vous ont participé pour la présentation au niveau des intervenants municipaux qui ont été tenus les 24 et 26 septembre au Centre régional d'intervention de Paquet-de-Ville.
pour la mise à jour du plan. Il y a eu beaucoup de travail fait dans la dernière année pour le mettre à jour avec toutes les informations et tout ça. Donc, on sait que Gaston et Cédric ont travaillé, puis aussi Marie ont travaillé fort sur ce dossier-là. Au niveau du service d'inspection des assureurs incendie, la collecte d'informations pour les ressources en eau des municipalités du district rural de la péninsule acadienne, ainsi que celle en lien avec le nombre de pompiers ayant le niveau 1 et 2 dans chaque brigade se poursuit. Les dernières données furent envoyées au SIAI. La session d'information des nouveaux arrivants, unité mobile de brûlage, notre gestionnaire en sécurité publique et incendie a coordonné l'organisation des activités entourant la venue de l'unité mobile de brûlage prévue dans la région pour la semaine du 3 octobre. Donc, afin d'en assurer le bon déroulement, il a planifié les différentes sessions de formation et désigné les opérateurs ainsi que les formateurs responsables au sein des brigades locales. Notre gestionnaire travaille également sur un plan d'intervention et d'incendie au site de transfert des déchets. Donc, on lui a donné ce mandat-là aussi. Il y a également du travail qui a été fait pour les centres d'opération d'urgence, les centres d'hébergement au niveau de la Croix-Rouge. Donc, une collaboration se poursuit en but d'officialiser la liste des centres d'hébergement identifiés dans la péninsule acadienne. Dans le cadre de cet exercice, les plans des bâtiments ont été sollicités et le formulaire Shelter Survey 2020 a été transmis pour complétion aux municipalités de Caraquet et de l'île de la Mer. À la page 13 de mon rapport, maintenant, au niveau de l'engagement sportif et culturel, seulement pour vous informer qu'il y a eu une rencontre avec le district scolaire francophone Nord-Est. Ça avait été une recommandation qui avait été émise du comité au niveau des infrastructures pour essayer de voir si on ne peut pas trouver une façon de rendre plus accessible nos gymnases des écoles. Donc, il y a eu des premières rencontres, des premières discussions, ça a été positif. Donc, je crois qu'il y a d'autres suivis qui vont se faire prochainement dans ce dossier-là parce qu'on souhaite quand même créer quelque chose qui pourrait aussi être utilisé dans les régions aussi à côté, donc la région Chaleur et la région du Rescouche. Donc, il y a vraiment une ouverture de la part du district scolaire. Donc, on est quand même heureux du dénouement et des discussions à cet égard-là. Forum sport, loisirs et culture, vous avez probablement reçu une invitation par rapport à ça. Donc, ça se déroule prochainement, le 14 novembre 2025. Si vous n'êtes pas en mesure d'y assister, s'il vous plaît, passez le mot au niveau. Je sais que tous les conseillers ont été invités, là, mais s'il vous plaît, ça serait le fun d'avoir quelqu'un de chacune de vos communautés présent dans ces rencontres-là. Également aussi vos employés municipaux qui sont responsables de ce dossier-là. Je pense que il y a quand même des bonnes discussions qui va avoir, qui va se tenir, surtout au niveau des infrastructures, l'accessibilité au niveau des infrastructures et des programmes. Donc, ça serait important d'avoir une représentativité municipale à ces rencontres-là. Lancement du guide des subventions régionales, je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, mais notre gestionnaire a travaillé sur un guide pour établir présenter les différentes possibilités au niveau du financement pour les organismes administratifs, principalement reliés au niveau du sport. Puis ça a été vraiment bien accueilli, donc on est content du résultat. Puis je pense que c'est un guide intéressant pour certains organismes qui n'ont peut-être pas nécessairement toutes les connaissances ou toute l'information pour être en mesure de faire des demandes de financement. Donc, c'est un outil vraiment bien apprécié. Dernière page, la page 14, au niveau des itinérants, les discussions se poursuivent avec les partenaires afin de mettre en place un plan d'action visant la création d'un centre de réchauffement temporaire pour l'hiver 25-26. Puis on va en parler un peu plus tard avec la note de service à cet égard. Donc, c'est tout. Merci, Mélanie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est juste un commentaire. Je sais que la directrice générale Mélanie parlait du 14 novembre pour le forum sur les sports. Ça tombe en même temps que le symposium sur le harcèlement. Puis plusieurs élus vont être convoqués justement à Fredericton pour 2 jours. Là, je pense que la date limite est dans ces prochains jours-là pour les réservations. Fait que ça risque d'être difficile pour les élus de la région. L'année passée, un élément. L'association demande 3 représentants par municipalité seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres conseillers, conseillères qui pourraient, s'ils vont participer à cette fin de semaine, participer justement au forum. Habituellement, ceux qui participent vont être un peu. Oui. Habituellement, ceux qui participent vont être là-bas. Au moins, c'est votre administration municipale aussi pour être là. D'avoir des gens qui représentent les forces. Puis on est resté encore 3. L'an passé, c'est l'association qui a été avec tout le monde généralement. On espère quand même avoir vos représentants, avoir au moins une représentativité municipale. Mais on comprend, ça tombe, je ne sais pas. Puis là, cette année, on s'est assuré qu'on n'était pas en même temps que la FMNB. Puis par la suite, ces informations-là pour la session
nous, c'est pas de l'information nécessairement que nous, on a au niveau de la FMNV. Donc, on n'a pas nécessairement vos calendriers pour cette formation-là en particulier parce que on a, nous, un calendrier général qu'on met. On sait que vous avez des réunions au niveau municipal, on essaie justement, pas municipal, mais au niveau de la FMNV, on essaie de les mettre. Puis celle-là, elle nous a passé sous le radar. Il faut dire que sur plus tard aussi. J'ai dit que ça va être difficile pour toi, la journée de ta fête, je pense. Un homme, c'est un bon homme. Il faut aller péter aussi, mon bon. Parce que moi aussi, je suis un peu routine parce qu'on est en session, nous autres, la journée juste avant avec les CFR. Donc, on a utilisé la même semaine, étant donné qu'on savait qu'il y avait ça. Mais en tout cas, on fait un effort pour avoir au moins l'administration municipale et peut-être quelques possibilités. D'autres questions, commentaires sur le rapport? Merci, Mélanie. Je crois que c'est très bien fait, c'est très complet parce qu'il y a un peu de questions. Donc, merci. C'est clair. Proposition pour déposer le rapport, Cassim. Les rapports sont bien faits aussi. Quelqu'un qui appuie? Joseph? C'est pas moi, c'est tous les directeurs de service qui le font. Non, c'est pas long, c'est précis, c'est clair. Proposition pour déposer le rapport de la première dirigeante. Et proposé secondé? Secondé, oui. OK. Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Le compte. Adopté. On passe au rapport des comités, le comité exécutif réuni le 16 octobre. Il n'y a pas de recommandation, mais il y a quand même peut-être des sujets qu'on pourrait discuter. Dans le premier, qui était le dossier de collecte des déchets dans les organismes de bienfaisance, vous avez probablement vu, je pense qu'il y avait deux endroits où est-ce que c'était problème qu'il avait discuté. C'est que les personnes ou les organismes qui ramassent des objets pour la vente, soit dans des différents groupes. Le problème, disons, c'est qu'ils ramassent autant de poubelles que d'objets qui peuvent être recyclés. Et puis, si les personnes les mettaient à la poubelle chez eux, ça ne coûterait rien. Mais lorsque eux mettent ça dans leur poubelle, c'est un contracteur privé qui les ramasse. Et puis, ça leur coûte, moi, c'est quoi? C'est 1000 pièces par mois, 1000 à 1200 pièces par mois pour se débarrasser de poubelles que normalement qui seraient payées autrement. Mais peut-être que Mélanie, je sais qu'on a discuté pour expliquer la façon que le système fonctionne actuellement, c'est des contracteurs privés. Et puis après ça, c'est des questions peut-être ou des solutions ou pistes de solutions, mais peut-être qu'on pourrait en discuter. Mais c'est ça qu'on disait, c'est qu'il y avait eu, c'est pas la première fois que ce dossier-là est apporté à notre table. Puis nous, qu'est-ce qu'on a pu, puis je n'en parlais justement avec le directeur des déchets solides, puis il faut aussi prendre en considération que le taux que les gens payent, c'est-à-dire du service pour un contracteur privé, mais le taux d'enfouissement, c'est une partie minime probablement du coût que le contracteur refile à l'entreprise, étant donné justement que le coût pour la location de la bine, il y a aussi le fait d'aller chercher les déchets, tout ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la CSR en tant que tel, c'est difficile pour nous de modifier ou de réduire un taux parce que c'est presque impossible dans la situation actuelle. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des discussions plus au niveau local, s'il y avait des intentions ou des intentions au niveau local d'appuyer ces organismes-là à ce niveau-là. Peut-être que ça serait plus réaliste de le faire au niveau local que de le faire au niveau régional de notre côté. Ouais. Parce qu'on peut, même si j'enlève, c'est que nous, on peut pas, même si j'enlève le taux, dire c'est gratuit, ça ne veut pas nécessairement dire que la gratuité de ça la personne qui va recevoir le service va le recevoir. Tu sais, il y a une entreprise privée qui offre ça. Nous, on ne peut pas faire la collecte. Le coût du transport est beaucoup plus élevé que le coût d'enfouissement. C'est pas le coût d'enfouissement qui est probablement, tu sais, 1000 $ par mois, là, ça ne coûte pas 1000 $ pour le taux d'enfouissement. C'est vraiment pas ça. Même si j'enlève 150 $ sur la facture, il reste probablement, il reste 850 $. C'est pas là qu'il va. C'est un contracteur privé qui fait la collecte de ces déchets-là à ces entreprises-là. Est-ce quelqu'un d'autre qui voulait parler? Denis, M. Lozier. Oui, allez-y, M. Lozier, je suis là. C'est parce que vous avez mentionné s'il y avait des gens autour de la table qui avaient des pistes de solutions. Moi, cet été, justement, j'ai fait l'acquisition l'été passé d'un chalet, mais cette année, on a fait le ménage. Puis, c'est la première fois que j'allais justement dans un centre pour apporter des choses, que ce soit du linge ou que ce soit différents objets.
Puis je pensais qu'on arrivait juste à un endroit, puis on apportait les choses, puis il y avait comme un. Fait que maintenant, ça a changé, probablement dû à cette réalité-là. Fait qu'il y a un genre de triage, il y a des bénévoles qui sont là, puis qui vont regarder ce que tu apportes, puis qui vont déjà déterminer ce qu'ils peuvent garder, ce qu'ils veulent garder, puis ce qu'on doit ramener. Fait qu'il y a des choses que j'ai pu donner, puis il y a des choses que j'ai juste pris mon camion, puis j'ai été au centre de transbordement, puis j'ai payé pour les frais. Je pense que le fait d'avoir peut-être ces organismes-là, des bénévoles, parce qu'il y a quand même un coût assez astronomique à payer là, quand ils ont ramassé des choses qu'ils ne veulent pas nécessairement. Peut-être que ce triage-là leur permettrait de sauver des coûts. C'est certain que ça demande des bénévoles pour le faire. Mais souvent, ces organismes-là, des fois, ils sont en mesure de recruter des gens pour le faire. Parce que de prendre n'importe quoi, il y en a qui voient l'opportunité d'aller se débarrasser de leurs affaires, puis regarde, ils ont sauvé un 25-30 $ au centre de transbordement pour apporter les choses. Normalement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dans les poubelles. Oui. Mais tu sais, regardez ici, comment ça s'appelle l'autre sinon? Le soleil. Le soleil. Je voyais le soleil, c'est pas regardez, le soleil, ils sont un petit peu victimes de qu'est-ce qu'ils font parce que la définition qu'ils donnent, n'importe quoi ce qui rentre dans une voiture, c'est la portée. On entend qu'elle est bonne. Ben, là, on entend qu'elle est bonne, mais quand ils disent qu'il y a quelque chose qui rentre dans une voiture, je pense que c'est des morts, c'est une cochonnerie. Là. Mais on a déjà discuté, puis alors peut-être que quelqu'un en avait visité, là. Ce que je trouve difficile dedans, c'est comme M. le Président l'a dit, et ces cochonneries-là, ou n'importe quoi, si on les mettait dans la poubelle chez nous, ça ne coûterait rien. Là, vu qu'ils mettent les organismes familiaux éclatés, puis ils achètent du manger avec ça, je ne sais pas ce qui serait la solution. Il y a des municipalités qui peuvent se mettre ensemble, puis nos camions sont pas, les camions de la commission ne sont pas équipés pour faire la collecte des grosses billets. Non, nous, on ne peut pas faire la collecte. Cassine, puis Joseph après, Bernard, ensuite, Cassine. En termes de solutions régionales, parce que nous également, on a reçu la demande, et nous, à la municipalité, pour notre organisme qui se trouve sur l'île Lamec. Je peux dire que la municipalité de l'île Lamec a voté hier, parce qu'on a eu une rencontre, les deux municipalités, avec le conseil d'administration de Secours Amitié. Puis, ils nous ont fait leur doléance par rapport à cette demande-là. Donc, la ville de Lamec, hier, il n'est pas là ce soir, là, mais hier, ils ont voté une résolution à l'effet qu'ils allaient prendre la moitié, je pense qu'ils allaient mettre 5 000 $ qui allaient être utilisés pour payer une partie de la facture. Nous, à la municipalité de Chipagan, le conseil également, on a eu une réunion de comité plénier. Et à la réunion du 3 novembre, nous également, on va apporter le même montant que la MEC. De cette façon, ça va permettre de couvrir les frais pour les déchets. Et eux autres, ce coût-là, ils pourront l'utiliser pour faire autre chose. Donc, c'est ce que nos deux conseils ont pris comme une initiative régionale. Et après ça, on verra ce que ça va être pour la suite. Joseph, et puis après ça, Bernard. Au niveau des gens qui vont déposer la marchandise, est-ce qu'ils peuvent avoir des heures qui est plus sur semaine? Parce que je remarque que quand c'était à Bertrand, je pensais d'abord le vendredi, c'était nettoyé. Le samedi et le dimanche, une grosse problématique que nous avons fait part, c'est surtout la fin des ventes de garage. Mais si ça serait ouvert des heures d'ouverture, je suis convaincu que les gens ne les jetteront pas là. Moi, je veux dire, j'arrivais à Caraquette le lundi, c'était fermé, puis je n'avais dans la voiture, j'ai monté à Tracadie, j'ai été livrer ça à Tracadie. À Tracadie, c'est pas comme que Denis, il y avait une boîte qui était là, mais il n'y avait personne, il y avait un gros container à côté. Moi, les 2 jours, m'attendais dans le container était plein de déchets. Tu sais, mais si ça s'est ouvert, les heures d'ouverture, il y aurait peut-être plus de contrôle. Moi, je dis dans la fin de semaine, ça doit être ça qui est le gros des problèmes, c'est la fin des ventes de garage, on ne vend plus, on embarque dans le char. Oui, il y a finalement 2 options qui sont offertes ici. Une de prévention, en fait, de réduire ce volume-là plutôt que de le transférer. Et comme Denis disait, s'il ne va pas là, il va possiblement finir les poubelles. À ce moment-là, le problème va se régler lui-même. Ou l'option de la subvention. La subvention règle le problème des organisations, mais ne réduit pas pour autant la quantité. Fait qu'est-ce que peut-être qu'une solution est quelque part dans le milieu, mais toutes les options semblent
dire, pas la CSR de s'occuper de ça, c'est au niveau régional, au niveau local, de voir comment on peut le faire. Nous, je pense qu'il y a une partie de la solution pour reposer sur notre éco-centre. On a déjà des mécanismes de voir comment on peut travailler là-dessus. Mais on serait réticent à mettre de l'argent directement, comme vous l'avez fait, mais on va suivre ça probablement pour voir ce que ça donne. Parce que ça ne semble pas réduire la démarche comme telle. Maintenant, il y a des options de tri ou des choses comme ça qui peuvent être regardées, mais on va étudier ça, mais je pense que ça se dégage. Nous, on est probablement ceux qui peuvent le moins agir au niveau de la CSR. Mon directeur général n'était pas fier de moi quand j'ai dit ça, mais je pense que ça, c'est une des options pour qui se ferait au niveau local, pas par une capacité de réduire ces volumes-là ou de compenser financièrement. Parce que je suis juste ajouté à ça. La manière que ça fonctionne ici, moi, tu peux avoir des bénévoles, mais des bénévoles, il y a une limite aux bénévoles. Oui. Puis c'est au lieu de payer du monde, mais 15 000 piastres, la payer des frais de 15 000 piastres aussi. Là. Oui. Tu sais, c'est comme une. Et les autres, ils nous disent, ben, on vend ce qui est bon, on achète du manger avec ça. Là, ils viennent quasiment nous dire, on fait pitié parce que si on a 15 000 piastres qui s'en va payer une personne qui apporte des déchets à Pagati, par exemple, c'est 15 000 piastres qui ne peuvent pas acheter de manger avec. C'est ça qui me barbasse le plus. En passant, il y a un très beau sofa pas loin de chez vous, les passants dans la L'autre chose, je ne sais pas si ça serait possible, là, quand à l'exécutif, on a discuté, c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a moyen de faire de publicité pour expliquer aux gens promotion que les objets qui ne sont pas recyclables ou que si c'est disons, un habit de skidoo qui est à moitié déchiré, il n'y a pas de personne là pour les coudre ou les remettre ensemble. C'est la même chose que des meubles. Il n'y a pas de charpentier, il n'y a personne là. Parce que si ce n'est pas bon pour être revendu, mis sur les étagères tout de suite, peut-être que ça irait à la poubelle. Là. Mais on peut travailler avec Karen, puis Karen rencontre également les représentants des communications pour chacune des municipalités. Donc, c'est peut-être travailler de façon en commun pour une espèce de campagne pour informer les gens. On a mis soleil que déjà la publicité, les nouvelles des 2 dernières semaines a eu un impact positif. Je peux imaginer, là, ouais. Ça a quand même été assez clair comme message. C'est pas mauvais, là, mais je pense qu'on pourrait travailler avec Karine là-dessus. Puis, étant donné qu'elle travaille avec chacune de vos communautés au niveau des communications, on pourrait peut-être faire une espèce de message commun. En fait. Même tout de suite, juste pour vous informer, c'est que je fais beaucoup mettons, je vais aller dans les écoles, je vais aller dans les clubs d'âge, faire des présentations sur le recyclage. Puis, vu que ça a été d'actualité, j'ai apporté ce point-là, je l'ai rajouté dans mon discours en disant, tu sais, on s'entend que si c'est une guenille chez vous, puis que c'est toute sale, puis c'est défait, c'est là aussi, là. Faites attention à ce que vous placez, parce que là, j'apporte l'affaire des coûts. En travaillant avec les municipalités, on va avoir un message comme ça. C'est peut-être des choses comme ça qu'on peut faire, peut-être. Ça peut-être pas le gros, mais pour eux, n'importe quel montant d'argent qu'on peut économiser pour eux, c'est plus, là. C'est plus. Et je pense que je vais aller, là, le directeur de ce centre-là, le soleil, et je lui demandais ça, je voyais des joueurs qui étaient maltraités un peu, là. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, il dit, les points de garde, si on n'en prend un autre qui a moins été maltraité, il faut pas qu'à mon sens. Je pense ça, des bricoleurs, non. Mais je me rappelle que j'ai lu pas mal, moi aussi, là. Puis quand il jouait à Cédric? Je vais voir avec. Non, mais tu sais, j'ai des gars avec un voyage. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas changé. J'ai demandé à René, viens me dire quoi ce qui est bon là-dedans, quoi ce qui est pas bon pour vous autres. Il n'y a rien qui n'est pas bon. Je vais tout trier avant d'amener. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, je ne le mettrai pas là-dedans, je peux vous garantir ça. Il m'a montré les poils d'épaule, qui sont toutes décollées. Il y avait 5-6 qui avaient été mis là. Ça, je dis bon, mais regarde. Et il y a du monde qui n'a pas ça là, parce que ça peut-être être pas mal chalet. C'est pas mal maison chez vous, c'est pas mal chalet non plus. J'ai vu ça, là, il y avait 5-6, des grosses poils d'épaule, qui n'entraient non plus dans ça. Mais il faut que ça soit massacré en tabarouette, puis les jets à la poubelle, puis ça. Oh, tu sais, parce qu'il y a du linge, regardez, il y a du linge, tu peux faire des guenilles, puis des garages. Oui. Et puis, c'est pas tout le matériel qui fait du bon matériel pour essuyer les mains. Ou... C'est juste pour dire qu'il y a pas mal de stock. C'est certain que s'il y en a pour 15 000 pièces, il faut savoir ce qu'ils vendent.
C'est impressionnant. J'ai demandé le chiffre, qu'est-ce qu'ils vendaient par jour, c'est impressionnant, c'est incroyable. Ce sont différents marchés qui ont le marché local. Puis il y en a, si ce n'est pas vendu ici, Non, il y a d'autres marchés qui peuvent exactement transporter ailleurs. Puis, Il y a assez de diabétiques, je crois que je parle de ça aux autres. C'est vraiment une partie de qualité de linge, puis l'autre, je pense. Là-dessus, on débat. Le processus ensuite de révision des échelles salariales, ça n'a pas été fait, ça fait longtemps. Peut-être que Mélanie peut expliquer le processus qui est en train de se faire. Juste pour que tout le monde. Oui, c'est clair. Non, c'est que normalement, après 10 ans, on est dû pour faire une révision pour s'assurer qu'on est encore dans le marché. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a eu une première rencontre là, dernièrement avec la compagnie R2, qui a fait un travail similaire dans la région Chaleur. Étant donné qu'on a un marché qui est relativement similaire, on a dit on va utiliser une entreprise qui a fait de travail il n'y a pas trop longtemps, puis qui l'a fait pour une CFR aussi, qui a probablement déjà des données, tout ça, de municipalités avoisinantes, tout ça. Donc, on est en train de travailler là-dessus, puis on vous reviendra lorsqu'on aura plus de détails. Rencontre avec SDR, donc on a rencontré la SDR pour les différentes demandes de financement qu'on a dans le système, donc la demande au niveau du transport, puis une demande également aussi au niveau du dossier des logements, puis aussi au niveau du dossier d'itinérance, on a souligné aussi à l'intérieur de ça, même s'il y a le développement social également, le copier des fonds, mais en tout cas, on a souligné ça aussi. On a eu cette rencontre-là, puis il y avait eu de l'information au niveau d'ambulance Nouveau-Brunswick. Puis, la demande de financement pour le terrain de golf de Pop-Mouche, je sais qu'il y avait eu une rencontre avec des directeurs généraux, puis je pense que c'était plus une question à savoir qui faisait quoi, là. Donc, je pense que les directeurs veulent savoir quelles étaient les actions des autres municipalités pour faire, je pense, pour avoir une espèce d'action commune dans ce à ce niveau de discussion. Juste une question de l'ambulance, c'est que il y a un comité au niveau de l'Association francophone de municipalités qui travaillait pour essayer d'améliorer le service d'ambulance. Et puis, tout dernièrement, c'était la semaine passée, il y a eu une confirmation d'une rencontre avec le président de l'ambulance Nouveau-Brunswick pour une rencontre avec différents groupes. Il y avait eu plusieurs dates, mais ça avait été remis continuellement, mais là, ça semble que ça va se passer. Et puis, s'il y a une rencontre qui est confirmée, ben, c'est probablement qu'ils ont l'intention d'apporter des changements ou d'essayer d'améliorer le service. Ben, c'est pas mort. Puis l'association, je pense que Pascal disait, ils ont travaillé beaucoup pour essayer de confirmer cette date sur une rencontre. Donc, ça va avoir lieu, ce qu'il y a là. Et la dernière, peut-être, c'est de mentionner qu'on voulait, peut-être, on pense à rencontrer de nouveau les députés. Oui, il y a plusieurs sujets qui sont là. Et puis, si on ne pousse pas chacun de nos députés, je dis souvent, à partir de Miramichi à aller tout le nord, c'est des députés qui sont du côté du gouvernement. C'est peut-être le temps de travailler ensemble si on va avoir des choses. C'est de leur remplir ça dans la tête. Qu'est-ce que c'est qu'on veut, de faire part de nos projets. Parce que si on ne se bat pas pour nos choses, il n'y a personne qui va le faire pour les autres. Ils sont 49 là-bas, puis chacun est pour avoir notre transport. Je suis pas grave, peut-être. Moi, je suis pas grave. En 2028. Et est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de l'exécutif? Sinon, on a besoin d'une proposition. Moi, j'en fais la proposition. Posée quand on dépose le rapport, appuyé par Denis Lausier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Pour la question, ceux qui sont en faveur de déposer le rapport signifient en levant la main. Ceux contre, aussi adopté. Et on passe après ça au comité de transport. Du 9 septembre, c'est Kassim. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, la rencontre du 9 septembre a eu lieu avant qu'on ait notre rencontre le mois dernier. Donc, il y a des éléments déjà qui ont été mis en action du rapport, entre autres l'appel d'offres pour les mini fourgonnettes, donc, dont la première dirigeante a fait mention dans son rapport. Puis on devrait les avoir dans la mi-novembre. Par après, qu'est-ce qui est ressorti? Les points saillants que je pourrais ressortir du rapport, ben, c'est au niveau de la tarification d'allocation d'autobus pour les organismes à but non lucratif. Donc, je pense que le comité est arrivé à une décision par rapport à cela pour s'assurer de ne pas être compétitif avec ceux qui offrent déjà le service de façon régulière comme une entreprise. Donc, on va s'assurer que les organismes à but non lucratif puissent avoir
un taux qui permet justement à leurs occupations et de ne changer de coûts exorbitants pour la location des autobus. Et on a également discuté au niveau de l'affichage visuel dans chacune de nos communautés qu'on devrait avoir très bientôt. On avait dit au cours de l'automne des affichages d'enseignes indiquant où se trouve l'arrêt d'autobus dans chacune de vos municipalités pour justement faciliter le déplacement des citoyens et citoyennes. Donc, c'est pas mal ça, les grandes lignes un petit peu du rapport ce stade ici, M. le Président. Proposé par la CIM, appuyé par Robert. On dépose le rapport du comité de transport. Il y a des questions sur le rapport. Question pour le président. Favor. Pour la question, ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Je prends un non. Motion adoptée. On passe ensuite au comité de développement communautaire réunion du 23 septembre. Joseph. Oui, ça, au niveau du comité de développement communautaire, c'est ça, une chose qui est ajoutée quand on était choisi d'avoir, c'est au niveau sur l'itinérance, le gouvernement a mis un groupe de travail interministériel sur l'itinérance qui sont mis sur pied. Et c'est sûr, c'est un plus parce qu'ils sont le ministre de la Justice, du Développement social et de la Sécurité publique. Après ça, c'est un plus. Puis aussi, pour venir à aider M. Noindry, Cédric, on a Maryse Mallet qui va venir soutenir Cédric dans le dossier parce qu'il y a beaucoup de travail à porter. Pour le reste, c'est le suivi régulier du. Moi, je peux vous apporter. Moi, je propose, il n'y a pas de questions. Proposé par Joseph, le dépôt du rapport, quelqu'un de l'appui. Comment? Est-ce qu'il y a des questions? Joseph? Pas de questions? Ceux qui sont prêts pour adopter le rapport, signent dans la main. Le compte. On passe ensuite le comité de développement agricole. Il y a eu 2 réunions, une le 9 septembre et l'autre le 6 octobre. Et il y avait beaucoup de sujets à discuter. Les 2 réunions, puis encore, je pense que ce n'est pas fini. Alors, ça semble vraiment intéressant. Je vais demander à Benjamin, qui préside le comité, de nous faire un rapport. J'ai été nommé président de ce comité. Félicitations. Les nominations ont été assez rapides. Pour moi, c'est la mise en place de ce comité-là. Donc, c'était, comme d'habitude, lecture du mandat, compréhension du rôle, connaissance des intervenants aussi, parce qu'on a été chercher vraiment des personnes assez éclectiques pour avoir une vision concertée et une vision péninsulaire. Le travail qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les actions qui étaient proposées dans le PDZA, dans le plan de développement de la zone agricole qui a été fait par Valores l'année dernière. Et on a commencé à prioriser ces actions-là, parce qu'on n'aura pas un budget illimité, je ne pense pas, hein, pas. Donc, il va falloir qu'on sache dans quel ordre on va faire les actions pour savoir comment développer le plus efficacement possible la zone agricole dans la péninsule acadienne. Donc, l'objectif qui vient d'être terminé, c'est qu'on est passé à travers toutes les actions. On leur a donné un ordre de priorité. On vient de finir ça. Maintenant, il va falloir préciser ces actions-là, savoir qui va réaliser ces actions-là, et puis quel montant ça va coûter de faire ces actions-là. Une fois qu'on aura fait ça, que le comité sera d'accord avec cette proposition-là, on va pouvoir ramener à la table du conseil d'administration et vous déciderez ce que vous voulez faire avec ce plan de développement. Donc, encore 1 à 2 rencontres d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport? Juste, vous avez bien mentionné le fait que vous tentez d'élargir un peu la participation de façon critique, que tout le monde ait son mot à soit représenté. Comment se distingue, comment on fait? Est-ce qu'on tient compte, bien sûr, d'une agriculture industrielle qu'on a en partie, je répète le mot bleuet dedans, d'autres activités agricoles plus intermédiaires, comme les producteurs comme Savoie à Évangéline. Et
tout ce nouveau mouvement d'agriculture de proximité, biologique, est-ce que tous ces vues-là sont présentées? Alors, ils ne font pas tous partie du comité parce qu'on a 2 représentants du monde agricole directement. On a donc Alexis Légère qui est à petite échelle et puis on a aussi Renaud Poirier qui est un petit peu plus grande échelle. Mais on n'est pas encore à l'échelle industrielle du bleuet. Il y en a été question justement à la dernière rencontre d'inviter des intervenants du monde un peu plus industriel du bleuet, puis aussi du bétail, de l'élevage et de la production animale. Donc, ça ne sera pas forcément des gens qui vont faire partie du comité en tant que membres, mais ça va être des intervenants qu'on va pouvoir inviter pour justement partager cette vision-là, puis enrichir la vision du comité là-dessus. Ben, des éleveurs de bétail, non plus. Non. Il y a 30 000 poules à Saint-Simon, on a pas de ça, c'est un peu tranquille. On a à Blackrock où il y a une arme qui utilise les terres de Saint-Lyonnais et de Grand-Anse pour ses bêtes. C'est sûr qu'automatiquement, ils pourraient être invités. Oui, effectivement, ça prend beaucoup d'espace. Je vous dirais que les 2 premières rencontres qu'on a eues, ça a été aussi l'occasion de voir plusieurs idées se confronter de différents systèmes. Donc là, les gens commencent à se comprendre un petit peu mieux. Donc on est vraiment au début de ce comité-là, et puis on va sûrement avoir besoin d'inviter plusieurs intervenants qui ne seront pas forcément membres du comité pour enrichir encore plus l'expérience. La raison pour laquelle je pose ça, c'est qu'il y a des vues peut-être pas diamétralement opposées, mais il y a toute une variété de positions qui ne sont pas toujours synchronisées puis qui ne sont pas toujours conséquentes les unes avec les autres. Ça va demander cette réflexion-là. C'était un exercice. Voilà. La rencontre déjà juste avec les 10 personnes du comité. Ça a été. Ouais. C'est pour ça qu'on pourra faire des rencontres thématiques avec certaines positions pour enrichir, mais je ne verrai pas rajouter d'autres membres au comité permanent. Je sais que mon frère avait une centaine de bêtes à cornes. Il était encore là, lui? Écoute, je peux pas dire s'il n'avait, je sais qu'il en a vendu 77 d'un coup de. Je vois du champ, Maxime. Peut-être parce qu'il est du Québec. Alors, il a vendu pas mal, mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fil du roi, l'orge, c'est la malte, tout ça, le résidu, là, il passait tout ça, c'est gênant. Puis, qu'est-ce qui est comique de cette équation-là? Les producteurs des onion rings, les rondelles de gants à Oxford, oui. Il y a une poudre qui se fait avec ça. Là. Et l'autre de mettre dans le sac, il la met chez eux, c'est extrêmement bon pour les animaux à bœuf. Et ça faisait comme de valeur ajoutée, de valeur résiduelle qui était. Et d'autres questions, commentaires sur le rapport sur l'agriculture? On est bien content que le comité ait son travail. Bravo. C'est une personne du comité aussi. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le dépôt des 2 rapports? Denis, Joseph? Quel enthousiasme, M. Landry. Non, à la fin. Bref, pour la question de le dépôt des 2 rapports, ceux qui sont en faveur, s'ils levant la main. Contre, pour se adopter. Thème 9, on l'a passé. 10, appel d'offres, il n'y en a pas. 11, vous avez reçu une résolution, une note ici, au sujet du centre de réchauffement. Peut-être que Mélanie pourrait expliquer l'idée derrière la recommandation et qu'après ça, on pourra passer à la recommandation. Ça vient puis je vais probablement laisser Cédric également préciser, mais ça vient d'une recommandation du comité sur l'itinérance. Mais étant donné que le procès verbal n'est pas encore fini, donc on savait que c'était quand même assez urgent de faire avancer le dossier. Donc, on a sûrement sorti la note de service pour faire avancer le dossier plus rapidement parce que c'est ça qui nous manque, je vous dirais, pour finaliser la demande qu'on a au niveau du développement social. Puis, je regarde Cédric probablement qui sera en mesure de probablement plus vous expliquer en détail la raison d'être de la recommandation ce soir.
Oui, en vrai, c'est normalement, on passe les rapports du sous-comité sur l'itinérance auprès du comité de développement communautaire. Donc, on peut accélérer le processus. Donc, pas une rencontre avant, si je ne me trompe pas. Tout simplement, c'est qu'on continue l'avancement pour se donner des chances, justement, d'agir dans le dossier, malgré qu'il y a encore des moyens, comme à tous les jours, littéralement. Mais il y a quand même beaucoup d'avancées qui se trouvent dans des discussions, que ce soit au niveau de développement social et même d'ASDR la dernière fois. On a une demande qui est presque prête à passer sur scène, je vous dirais, auprès du développement social qui a la limite et le 28. Donc, on se prépare de pied ferme, puis je vous dirais que c'est une composante de tout ça. Pour faire une longue histoire avec tout ça, on a des partenaires qui commencent avec le puzzle commence à se classer, je ne parle pas trop vite parce qu'on s'entend qu'il y a de gros défis dans ce dossier-là. Mais ce qu'on entend du développement social souvent, c'est que un des musts, je cherche le mot français, mais une des nécessités, c'est d'avoir un organisme comme un autre qui a une certaine transparence, qui peut agir en termes d'administration. Donc, un peu d'être presque le prénom, si vous voulez, d'un tel organisme, parce qu'on a vu des cas dans le passé où ça peut être problématique, et le ministère semble avoir une grande ouverture lorsque une commission ou une municipalité ou un organisme déjà bien établi peut assurer la gestion financière pour épargner les irrégularités, par exemple. C'est comme ça. Donc, c'est une recommandation que M. Lossier avait fait à la place du sous-comité, et puis que les gens étaient assez ouverts, tous d'accord. Puis en finissant, je vous dirais également que vous avez pu voir dans les médias dernièrement également la CSA Chaleur. On voit des débats depuis un petit moment. La différence, eux, c'est qu'ils ont des infrastructures actuelles, donc ils ont le refuge. Ils ont un centre de réchauffement qui est ouvert. Nous, on continue d'avancer chaque petit pas. C'est un peu sur le sur cette recommandation. Pour la recommandation et pas longue, c'est que le conseil d'administration de la CSRPA reconnaisse la CSRPA comme l'organisme responsable de la gestion administrative et financière du centre de réchauffement d'urgence dans le cadre du projet actuellement à l'étude avec le ministère du Développement social. Ici, Denis, on avait fait la recommandation au début. On a fait la proposition. On fait la proposition, puis Joseph. Est-ce que des questions, commentaires sur la proposition? Un commentaire pour dire que c'est un pas dans la bonne direction et ça réglerait si on avait eu. Fait sur l'année passée, on n'aurait pas eu les problèmes qui étaient rencontrés. Que ça, c'est bravo. Denis, puis Cassim. Juste pour savoir, ça bien, mais est-ce qu'il y a une prise de solution comme un bâtiment quelque part ou c'est le défi. Tout le monde en veut un, personne ne veut chez lui. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a une campagne de sensibilisation qui est en cours, je dirais. Déjà, on voit ça, je pense que la majorité des municipalités les partagent. Marie-Michel qui travaille au centre de bénévolat, Canada Academy, qui font un travail extraordinaire. On peut ça faire une chronique, je dirais, presque mensuelle, pour sensibiliser les gens. Donc, on vous invite bien sûr à partager, puisqu'on en discutera. Bien sûr, on parle un peu plus dans le détail. Je considérais que c'était moins important que la rencontre aujourd'hui. Mais on a eu une recommandation également sur la table du sous-comité, qui peut être le développement communautaire, dans le sens de partir déjà un sondage pour, je suis le terme, pour mettre le monde sur le spot. Tu ne veux pas l'avoir, tu comprends que c'est important, mais où proposes-tu un tel centre de réchauffement, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous apporter des pistes de solutions? Encore une recommandation de M. Rosier à cette rencontre-là. Et le sondage devrait sortir, si ce n'est pas demain, ce sera lundi sur nos médias sociaux. Donc, bien sûr, on vous demande de le partager. L'approche qu'on a préconisée, bien sûr, c'est un sondage qui sera diffusé, bien sûr, sur nos médias sociaux, mais également qu'on n'oubliera pas les commentaires parce qu'on ne veut pas avoir une place au jugement ou à l'interprétation des gens. Mais le sondage laisse place à. Si t'es contre, sois contre. Si t'es pour, sois pour. Mais laisse place aux gens d'ouvrir la discussion, d'aller dans cette attente, littéralement. Cassim et Denis. Non, je trouve que c'est une très bonne idée, justement, d'avoir ce sondage-là pour éviter, justement, le poids dans ma cour. J'ai récemment parlé avec une personne à Fredericton qui me disait il serait important pour les municipalités, dans votre plan municipal, déjà d'identifier des endroits dans ce plan-là où on n'a pas besoin d'aller de nouveau à la communauté. Donc, je sais que je ne suis pas dans, on ne l'a pas encore fait, on est les prochains sur la liste. Donc, j'aimerais voir dans notre plan également identifier des zones dans notre territoire qui pourraient accueillir soit du logement social, des mini-maisons pour justement des personnes en situation différente ou un centre de réchauffement ou quoi que ce soit. Ceci étant dit, je pense que ce serait important, je ne sais pas si l'étude où elle est rendue, là pour l'itinérance, je pense que ce serait important
qu'on soit informé un petit peu le conseil de comment ça avance. Je pense que c'est un sujet d'actualité, puis ça nous permettrait également comme membre du conseil de prendre connaissance des différentes étapes où ce projet-là est rendu. L'autre chose également, pour cette demande de financement, est-ce que vous regardez à un centre dans une localité ou dans différentes localités? Parce que, vous ne savez pas encore. Parce que les itinérants, ben, c'est ça. La question du déplacement est également... Je vous dirais que toute option est sur la table. Si on trouve quelque chose à quelque part, on va le faire fonctionner. C'était un peu l'approche de l'endroit. Surtout la nécessité du sondage, avec les commentaires dans le sondage, parce que ce qui serait important, c'est d'avoir des idées de solutions. Pour recommander de l'avoir. Je vous dirais qu'on est à peu près probablement la 10e place qu'on essaye. Mais, déjà, l'exemple, probablement Tragédie qui a plus gros problème avec les itinérants, c'est un moment on en a parlé. Il y en a qui est plus chez nous, là. Parce qu'il y a un type, mais il n'y en a plus, là. C'est une sorte de Tragédie. On les envoie à Tragédie. Mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est le temps qu'il y a une solution rien qui est de bâtir sur quelque part, qui soit acceptable et accepté. Et comment est-ce que les gens vont faire pour se rendre là? On a un service de transport, c'est tout très quartier, là. Oui, mais je suis enviable aussi, à ce niveau-là. Je comprends ça, mais faites attention avec ça, parce que d'autres, on est ouverts à ça, des itinérants, mais il y a des gens qui ne veulent pas voyager avec tout le monde là. Mais je vous dirais que c'est l'outil à l'heure actuelle qui est préconisé. On a vu l'exemple de la région de Chaleur. C'est un peu l'approche qu'on avait l'an dernier, où le centre de réchauffement de la région de Chaleur. Puis là, on parle, je veux juste m'assurer qu'on se comprenne bien. On parle ici, le plan qu'on a, c'est un centre de réchauffement d'urgence pour les gens dans une situation de froid en hiver. Donc, c'est quelque chose de temporaire. On ne parle pas encore de refuge. Ça, l'étude va s'occuper de nous donner des recommandations en ce sens-là. Est-ce que c'est un refuge qu'on a besoin? Est-ce que c'est des mini-maisons? Est-ce que c'est un centre de transition? Ça, on attend l'étude pour le plan permanent. Ce qu'on cherche vraiment, c'est ce qu'on appelle communément en anglais un out of the cold shelter. Donc, il fait froid, on veut donner un toit à ces gens-là pour être en sécurité en période de froid extrême. Ou de froid point, littéralement, parce que l'extrême, quand c'est un froid, ça vient vite. J'avais ces mêmes doutes-là à l'époque quand on discutait de différentes options l'an dernier. Et puis, on voit ce qui s'est fait à Chaleur. C'était le taxi. Donc, le service de transport n'était pas encore établi. Et nous, on a un peu près dans l'autre sens. On n'a pas de taxi, mais on a un service de transport qui est déjà établi. Donc, utilisant les ressources, on était ouvert à s'engager à ce niveau-là. Et à la limite, on fait un minimum, par exemple, on peut aller chercher les gens un à un, par exemple. Mais, je vous dirais, lorsqu'on parle d'itinérants, puis je me permets de m'ouvrir à ce niveau-là, lorsqu'on parle de personnes qui sont en situation d'itinérance, souvent, on va faire cette dénotation-là. On va dire, est-ce qu'on est ouvert à les apporter du point A au point B? Est-ce que tout le monde est prêt à les apporter? Mais les gens qui vont en situation d'itinérance peuvent embarquer sur nos autobus en tout temps, un jour sans problème, parce que le service fonctionne. Il est ouvert à toute la population. Puis, le même principe que lorsqu'on a parlé de nos centres de refroidissement cet été, on ne s'est pas posé de question 2 secondes. On a ouvert un centre de refroidissement parce qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir chaud parce qu'il n'y avait pas d'air climatisé chez eux. Quel bel endroit pour nos itinérants. Ils en ont probablement profité également. On ne s'est pas posé la question, on était dans une situation d'urgence, on était avec les feux, avec les chaleurs extrêmes. Dans nos plans d'urgence, on n'a pas de misère à y penser, dans une situation d'urgence. Si on fait des centres de réchauffement, encore une fois, on a un vergure 2.0, il va être ouvert à toute la population sans discrimination. Donc, c'est là qu'on s'accroche un peu à pourquoi c'est... Puis je comprends, il y a de la stigmatisation, il y a des défis entourant l'acceptation, si vous voulez, des gens vivant en situation d'itinérance, on ne se le cachera pas, mais on fait toute une différence selon la situation dans laquelle on vit. Mais eux, c'est une situation quotidienne, en période hivernale. Je continue de dire que le centre de réchauffement, ce sera un centre qui sera ouvert à partir de la saison froide et fermera à l'heure lorsque les températures seront plus clémentes et viendra avec des services, bien sûr. On pense prioritairement à la sécurité, par exemple, parce que c'est le premier point que les gens discutent. L'an dernier, on avait déjà des soumissions de reçus pour des entreprises en sécurité qui verraient à la sécurité des gens qui fréquentent le centre et également des gens des alentours. Donc, je vous dirais qu'on a à peu près toutes les options, tous les coins couverts. Le seul problème qu'on a, c'est trouver l'endroit. Donc, encore là, si jamais quelqu'un trouve une solution, aujourd'hui, il dit, cet endroit-là serait l'endroit clé, ça fonctionnerait, les gens seraient prêts à l'accepter. S'il vous plaît, levez la main et faites-nous entendre.
Mais pour le déplacement, je vous dirais que n'importe quoi est mieux que rien du tout. Donc, s'il y a quelque part on ne trouve pas, l'idéal, ce serait d'avoir un endroit, parce qu'on a quand même une région qui n'a pas énormément de densité, et vous avez donné l'exemple, M. Henry, il n'y a pas d'itinérant absolu aujourd'hui chez vous, mais il y a quand même des possibilités que ça arrive. Donc, on a des personnes vivant en situation d'itinérance absolue dans chacune de nos municipalités. Est-ce que ce serait l'idéal d'avoir un centre de réchauffement dans chacune d'entre elles? Absolument. Est-ce que c'est ce qu'on va faire demain matin? Je ne pense pas. Je suis un gars naturellement optimiste, mais je ne pense pas qu'on va se rendre là demain matin. Mais si on peut au moins en ouvrir un et commencer le travail. Mais je vous dirais que côté positif, là, il y a de l'avancement qui se fait au niveau du développement social là, qui semble ouvrir certaines portes. Je fais pas de promesse, bien sûr, parce qu'on apprend assez rapidement dans notre société que ça peut tourner de bord assez rapidement, mais on semble pouvoir faire du progrès, que ce soit ajouter des ressources supplémentaires à Marie-Michel parce qu'elle fait un travail seul qui prendrait probablement 4 personnes. Est-ce qu'on peut bonifier tout ça? Donc, on continue le travail. Ça a répondu à mes questions. Je vais juste apporter, Christine mentionnait, tu sais, là, vraiment un portrait plus la profondeur au niveau de l'itinérance, qu'est-ce qui se passe. Ça serait bien d'avoir Marie-Michel qui pourrait venir donner un portrait parce que, tu sais, il y a l'itinérance cachée, il y a les ceux qui sont dans les voitures, et les gens ne savent pas. Là, on est là, on pense qu'il n'y en a pas dans nos cours. Là. On en a plus, on a des personnes âgées qui vivent seules dans des. Quand on coupe, ça va bien, mais quand tu tombes seul, tu tombes sur un seuil de. Moi, je pense très bien que Marie-Michel vienne nous donner un portrait, vous serez surpris. Là. Et comment est-ce qu'il y en a? Moi, quand c'est au-dessus de 100, c'est du monde. Là. Et on pense que c'est juste après Acadie, mais c'est pas. C'est pas vrai. Partout. Puis ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui fait partie de notre campagne de sensibilisation de bon cœur, où je vous dirais, la collaboration, je vous dirais, Marie-Michel venait présenter ses chiffres au comité, mais il y a toujours une certaine résistance au niveau du ministère de dire on vit quand même, on n'a pas les chiffres de Moncton ou de Saint-Jean, par exemple, mais la crainte de brimer la confidentialité des clients et de diffuser cette information-là pour identifier monsieur, madame, X, Y, Z. Mais là, on travaille à trouver une méthode où on pourra présenter ces chiffres-là, parce qu'ils sont bel et bien réels. On entend des chiffres comme des personnes dans les 70-80 ans qui vivent en situation d'itinérance absolue, et même des jeunes en bas de 14 ans qui vivent en situation d'itinérance absolue. Moi, au-delà des chiffres, dire on a 100, 150, je pense que ce serait important d'avoir une compréhension commune de la sorte d'itinérance. Je pense que ça permettrait justement d'éveiller les esprits. Et même nous, parce qu'on ne connaît pas toutes les façons, tu vas me dire, un jeune de 14 ans, mais je dis, OK. Mais au moins, si on peut être conscient déjà de qu'est-ce qui existe dans le territoire, pas forcément des choses qui existent ailleurs, mais qui est bien présent chez nous. Mais les chiffres, oui, on sait qu'il y en a, mais les chiffres, quand on a 100, 150... C'est ça. Mais moi, je pense que ce serait important d'avoir... c'est ça son but. L'étude qui est en cours présentement, c'est le but de cette étude-là, de faire un constat de la situation d'itinérance dans notre région et qu'est-ce que c'est l'itinérance en région rurale. Donc, ça, c'est du début. C'était un point de mire de dire c'est important, c'est primordial de savoir qu'est-ce qu'on travaille avec dans notre région avant de commencer à trouver des solutions permanentes. Puis pour répondre à votre première question aussi en lien avec l'étude, le travail continue, on va l'appeler la deuxième ronde d'entrevue. Et encore là, je tiens à vous réitérer le fait que les chercheurs sont ouverts à recevoir des gens, que ce soit que vous êtes intéressés ou même vous connaissez des gens qui ont une distance, peu importe qui veut donner son input, si vous voulez, puis l'information pour probablement la diffuser dans les prochains jours. Le seul défi qu'on a à ce niveau-là, parce que c'est des chercheurs de l'Université de Moncton, donc des professeurs universitaires, avec leur code d'éthique, on ne peut pas dire, tu sais, le numéro du maire d'Oumbia, par exemple, le maire d'Oumbia doit contacter les chercheurs. Les numéros de contact sont là. Vous devez contacter les gens vous-même, nos chercheurs, pour donner votre avis. Donc, il y a ce petit travail-là qu'on doit faire nous-mêmes, mais la promotion, c'est contactez-les, ils vont vous donner quelques minutes. Là. Puis il y a même, pour les gens qui sont dans des situations un peu plus précaires, il y a même un prix, là, on donne des contributions qui donnent des dommages pour la participation à l'étude. On continue, le plan de match est toujours au février, c'est à peu près ça qui est le calendrier qu'on a. Ça cadre bien, on a travaillé sur un forum sur la stigmatisation.
en partenariat avec la santé publique et Vitalité, qui devrait avoir lieu dans ces dates-là. On va enfin préciser la date, on espère ne pas tomber avec un événement. Ça marche pas. Exactement. Mais tout ça va venir ensemble et bien sûr, ça va continuer à contribuer à l'effet d'éducation, de sensibilisation de la population. J'ai beaucoup d'espoir sur une étude assez exhaustive, justement. Denis? Peut-être faire du pouce sur tout ce qui a été dit. La plupart des gens qui ont des craintes par rapport à la situation d'itinérance, c'est que la première entité dans la péninsule acadienne qui va en ouvrir un va probablement se ramasser avec tous les itinérants de la péninsule. Les statistiques qui ont été présentées, il existe, ça a été présenté au comité. On est peut-être une vingtaine de personnes qui siègent sur le comité. On parle de gens identifiés aux alentours de 80, puis non identifiés, ça pourrait aller avec le double. Fait qu'on a quand même dans toute la péninsule à peu près, puis ils sont partout dans la région. Nous, sont peut-être un petit peu plus visibles. On en a qui ont élu domicile en dessous du pont Snowball. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire à partir du 10 novembre parce que le pont va être détruit. Il y a de ces gens-là, le jour, ils vont aller un peu partout pour essayer de manger ou se trouver différentes facilités. C'est quand ça arrive le soir, la problématique. Il ne faut pas oublier que si ils sont présents dans la communauté, on les voit tous. Et pourtant, on ne réussit pas comme communauté, puis là, je parle de 48 000 personnes dans la péninsule, à trouver une piste de solution. Des fois, c'est de se mettre à la place de ces gens-là. C'est facile de dire que c'est des drogués, c'est facile de dire que c'est des plus démunis, que c'est des gens qui souffrent de santé mentale, puis qu'à un moment donné, on ne peut pas les avoir à côté parce qu'on va avoir des problèmes. J'ai des commerçants qui m'en ont parlé cette semaine pour dire qu'ils ont parlé à certains itinérants quand ils sortent au grand jour. Puis, à un moment donné, ils faisaient des genres de petits méfaits, puis ils leur disaient, ben regarde, si tu continues à faire ça, on va être obligé d'appeler la police. Il dit, appelle la police. Il dit, à choisir entre coucher en prison et coucher sous le pont ou coucher hors à l'extérieur, ben des fois, on serait peut-être plus confortable en prison. Fait que souvent, quand on parle d'éliminer les méfaits, c'est souvent, on va leur reprocher qu'ils vont faire toutes sortes de petits méfaits. Mais si on veut arrêter ces méfaits-là, ben, il faut peut-être les écouter puis leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est seulement un lit pour coucher le soir. Je pense que la réalité, c'est que si dans la péninsule, je veux dire, on a trois quand même grandes régions, notre Acadie, Caracat, Shippagan, qu'il y aurait 3 centres de réchauffement. Quand on parle de centres de réchauffement, certains, quand on achète une maison, on a eu le reproche. Vous voulez faire un refuge. Parce que dans la mentalité des gens, c'est un centre permanent, c'est une maison. Probablement que si on trouvait genre maison mobile ou genre container ou qu'on sait qu'on peut l'apporter de façon temporaire, d'une telle date à une telle date, puis après, on le ramasse, puis on l'envoie. On le place au centre de transbordement à côté des autobus. Ben, on va quand même, puis c'est que si on commence en quelque part avec un centre de réchauffement, tu sais, tantôt Cédric a parlé de centre de refroidissement. Il y en a ouvert comment cet été? 3-4? Personne n'a dit rien. Puis ça a été ouvert dans plusieurs régions. Mais pour quelle raison que dans plusieurs régions, ce ne serait pas un centre de réchauffement? Quand on a fait on a fait parce qu'on n'avait pas de contrôle, il est arrivé la crise du verglas, on a ouvert 9 centres de réchauffement. Je peux vous garantir que dans le groupe, il y avait des gens que c'était les itinérants. C'est là que les citoyens ont réalisé qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus démunis. Quand il y a des gens de nos services qui ont été dans les communautés, ils ont réalisé qu'on avait des gens qui étaient démunis. Pourtant, dans ce temps-là, il n'y avait pas de préjugés, puis il n'y avait pas de stigmatisation. On a aidé tout le monde. Mais là, d'hiver en hiver, on sait que c'est un problème réel. Puis souvent, ben, on ne les veut pas dans notre cours. Puis ce qu'on entend de nos citoyens, ben, la journée, tu sais, moi je l'entends, M. Denis, si vous ouvrez un centre de réchauffement, toute la péninsule, la région Chaleur vont aller là. Mais s'il y en avait plusieurs, peut-être que ça serait pas, le fardeau ne serait pas sur une municipalité qui a décidé de façon assez gênée de lever la main. Là, je pense qu'on a quelque chose à démontrer. Puis si on aurait ce support-là au niveau communautaire, d'être en mesure de dire on va aider nos démunis. Je pense que le cabinet ou le gouvernement actuel ont décidé d'aller rapidement. On a eu l'exemple dans les médias les dernières semaines. Ils ont décidé de se placer ensemble, d'éviter de travailler en silo par rapport à un dossier qui est commun.
puis d'être en mesure de pouvoir trouver puis débloquer des fonds rapidement pour les besoins de la communauté. Fait, je pense qu'il y a une volonté du gouvernement, c'est à nous autres à se mobiliser pour pouvoir le faire, mais il y a une réalité. C'est certain que c'est peut-être plus difficile de lever la main tout seul pour le faire, mais si on serait plusieurs à le faire, on démontrerait peut-être à la population qu'il y a un effort commun pour le régler. Peut-être qu'on aurait l'ouverture du gouvernement pour pouvoir le considérer aussi. Ça deviendrait une solution péninsulaire et non pas un sauveur ou une seule municipalité qui a décidé de lever la main puis de sauver tout le monde. Il y en a partout. Puis la journée qu'on ne les aidera pas, bon, il va falloir accepter d'avoir ce visuel-là ou d'accepter les méfaits parce que les gens, ils veulent juste de l'aide. C'est la seule chose qu'ils veulent. Je pense que j'ai dit ça. Mais Rosier m'a fait penser à quelque chose, c'était bien. C'était juste poli, là. Et tu sais, t'as dit quand il fait des méfaits, il couche en prison. La police. Il n'y a pas peur de la police, c'est ça. Non. Mais par contre, tu sais, les roulottes là, que les travailleurs se servent, on appelle ça des camps, là. Mais s'il y avait quelque chose comme ça d'installé, justement, dans la cour de la police, ça aiderait de pas. Et dans le sens que les gens se sentiraient peut-être en sécurité. Juste une pensée que vient d'avoir. Et tu amènes des gens dans les roulottes de camp, et les toilettes qui sont équipées là. Mais tu amènes ça là, puis le monde à l'endroit serait peut-être plus en sécurité parce que c'est au poste de police ou à l'endroit il y a un poste de police. Je ne sais pas si les polices accepteraient. Je pense que ce n'est pas une question de police. Il y a des gens qui, 80 autres, ne veulent pas se faire reconnaître ou dire qu'ils sont itinérants parce qu'ils ne veulent pas justement se faire pointer du doigt. Fait que de les apporter à côté d'un poste de police ou dans le bureau de développement social ou à côté de traitement des dépendances, ben, les gens qui vont passer vont dire, bon, ben, tu sais, c'est tous des bandits, c'est tous des gens avec des problèmes de santé mentale, c'est tous des drogués. Je pense que va falloir quand même avoir un endroit qui est quand même collectivement acceptable, puis qui est quand même, déjà, ils vivent d'être identifiés comme des plus démunis, puis on dirait que c'est le garrocher nos pelletés de terre sur le dos. Là. Je pense que ce qu'on a besoin, c'est de les sortir puis de leur donner une certaine dignité, puis donc offrir quand même quelque chose de mieux que qu'est-ce qu'ils ont. Puis je pense pas que c'est de les placer à côté d'un poste de police. Il y en a qui vont peut-être pas vouloir se stigmatiser. Il y en a d'autres, là, au lieu de coucher trop, ils sont déjà identifiés dans la municipalité. Non, mais c'est juste. Prendre gelé ou aller en prison. Si tu ne veux pas mourir, tu es prêt à faire n'importe quoi. Là. Je pense que c'est juste un appel à l'aide, puis à un moment donné, il faut juste qu'on se mobilise pour le faire. Là. C'est incompréhensible qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un de malade, les gens vont se garrocher, ils vont faire des soupers, ils vont ramasser des 26-30 000 $. Là, tu as quelqu'un qui est en train de geler dehors, puis ils ne sont pas capables de faire la même chose. Quelqu'un qui gèle peut mourir, là. À moins de 10, il va mourir. Là. Ça fait que si on est capable de se mobiliser pour des gens qu'on connaît bien ou qui sont populaires, on doit être capable de se mobiliser pour des gens qu'il n'y a personne qui fait attention à ces choses-là. Je veux dire, c'est juste, combien longtemps qu'on va accepter d'avoir des méfaits autour. Là. Il y en a un, la semaine passée, il s'amusait à brûler des déchets en avant de l'hôtel de ville, en arrière de l'hôtel de ville de Tracadie, en pensant que le maire de Tracadie va faire quelque chose. Là. On devait avoir une manifestation. À un moment donné, on avait des polices qui faisaient le tour de l'hôtel de ville parce qu'on s'attendait qu'il allait y avoir une manifestation d'itinérants qui allaient venir à l'hôtel de ville pour demander au conseil de l'aide. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quel signe ou qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné pour qu'on puisse les aider. On sait qu'au niveau du gouvernement, ils n'ont pas assez de services pour aider ceux-là qui ont des problèmes de santé mentale. Il n'y a pas assez de services ou de ressources et d'argent pour aider ceux-là qui ont des problèmes de drogue. Mais de les laisser dans la rue à rien faire, puis si on ne les prend pas, je veux dire, on va juste accumuler de plus en plus des situations défavorables. C'est nous, on peut parler de ça toute la journée, c'est pas. Ah oui. C'est pas sur le problème. Ben, déjà, on a une première résolution. On a pris une résolution d'avoir un sondage pour qu'à un moment donné, c'est beau de dire, quand il y a quelqu'un qui lève la main, ben, c'est pas la bonne décision, puis vous auriez dû faire ça à côté du Tim Hortons, vous auriez dû. Ben là, ceux-là qui chialent, on veut avoir vos pistes de solutions. Dites-nous où vous voulez en avoir, combien de centres de réchauffement vous allez avoir. C'est vous de critiquer puis dire, ben, c'est à vous autres à prendre des décisions. Puis quand on prend des décisions, vous nous reprochez qu'on a pris des décisions. À un moment donné, c'est beau chialer, là, ben, ceux-là qui chialent, trouvez-nous des pistes de solutions ou venez vous asseoir autour de la table pour nous aider au lieu de nous crucifier ou de nous dégrader. Là. Je pense on fait toute la politique, on sait qu'à toutes les fois qu'on prend une décision, on se fait critiquer.
Mais à un moment donné, si on veut avoir la collaboration des gens, ben, peut-être qu'on va réussir à trouver des solutions. Les gens sont faciles à critiquer. Ben, qu'est-ce que vous allez faire avec les tentes qui sont là? Qu'est-ce que vous allez faire avec ceux qui sont sous le pont, qui ont volé des tables de pique-nique, qui les ont brisées en morceaux, puis qui les ont brûlées? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez les reconstruire, puis nous autres, on paye les taxes pour ça. C'est beau de chialer, là. Mais à un moment donné, il faut trouver des pistes de solutions parce que ce sera juste un problème fréquent. Puis on dit, bon, ben, il y en a juste 80 qui chialent. Il y a 48 000 personnes bien nanties dans la péninsule acadienne, mais on va s'occuper des mieux nantis. On a fait le tour, je pense, de la question. Le proposeur, le maire Lausier, a parlé 2 fois, 3 fois sur le code moral. On va demander le vote sur la recommandation. Est-ce la M. le Président? Est-ce quelqu'un qui a vu? Oui. Prêt pour la question? Question. Ceux qui sont en faveur, signifiant levant la main. 2 mains. 2 mains. Motion adoptée. OK. On a passé la résolution, on a la correspondance, les listes pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Il y a quelqu'un proposé qu'on dépose la correspondance appuyée par Landry. OK. Prêt pour la question, ceux qui sont en faveur de déposer le rapport, les correspondances, qui ont la main. Ceux contre, motion adoptée. Et l'autre, c'est l'éducation postsecondaire, Kassim. Merci, Monsieur le Président. Juste, j'ai eu des discussions avec le maire de Edmundston en fin de semaine lors de notre congrès, puis il a amené justement une discussion amenant une résolution à la CSR du Nord-Ouest. Il m'a reparlé de nouveau au courant de la semaine pour me dire que la discussion a eu lieu, puis je pense que les membres du CR du Nord-Ouest vont aller de l'avant avec la proposition qu'il a amenée. Quand je parle d'éducation postsecondaire, l'Université de Moncton, campus de Edmundston, également l'Université de Moncton, campus de Chicago. Donc, on a 2 institutions qui sont des institutions ou enfants de l'Université de Moncton qui offrent des programmes en éducation primaire et en administration. Vous savez, dans les journaux, on voit les défis que les districts scolaires ont pour trouver des suppléants. Et l'idée était qu'on puisse avoir ou demander à l'Université de Moncton de réouvrir la loi de l'université pour permettre aux 2 universités, aux 2 campus, soit Edmundston et Chipagan, d'offrir le cours d'éducation primaire en sa totalité dans nos 2 municipalités. Actuellement, il y a juste 3 ans. Donc, présentement, les étudiants peuvent faire 3 ans dans les 2 campus et ensuite, ils vont à Moncton. Mais si on part du même principe que les sciences infirmières, les étudiants qui font le programme de sciences infirmières, durant leur cours, ils peuvent également pallier à des besoins ponctuels dans soit les foyers de soins, les hôpitaux et tout. Et si on aurait le programme complet dans nos 2 universités, les étudiants pourraient, s'ils n'ont pas de cours, aller donner un coup de main dans nos écoles primaire dans la région pour faire de la suppléance. Donc, il y avait le programme d'éducation primaire et également le bac en administration générale, étant donné que maintenant, avec les modifications, que ce soit au niveau d'immigration, quelqu'un qui fait un bac de 2 ans ne peut plus prétendre à pouvoir appliquer pour des services ou une résidence permanente ici au Canada. Donc, on a également des jeunes qui vont en administration, pas forcément comptabilité ni fiscalité ou autre, mais général. Mais si on peut également permettre à nos jeunes d'ici et d'ailleurs qui viennent étudier dans nos campus de pouvoir également poursuivre une formation en administration générale dans nos 2 campus, je pense également que ce serait un plus pour nos régions. Donc, moi, ma proposition serait qu'on travaille conjointement avec la CSR Nord-Ouest pour justement avoir une approche commune auprès de l'Université de Moncton afin de les amener à réouvrir justement la loi pour permettre d'avoir des programmes complets en éducation primaire et en administration générale dans les 2 campus, Edmundston et Chicago. Je secondé par Denis. Louise, est-ce que tu as tout pris ça, chaque mot? Allez, bon. S'il y a quelque chose, peut-être contacter Kassim. Maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Denis? Juste un point. Kassim, tu as parlé des autobus. Chauffeur d'autobus, tu as parlé à un moment donné, tu as mentionné chauffeur d'autobus.
Je vois, il s'amenait, peut-être, je rentre pas dans le chauffeur d'autobus. Mais tu sais, le problème qu'ils ont au niveau des chauffeurs d'autobus, là, je ne sais pas s'ils ont encore eu leur politique, mais leur politique était, ça prenait une 12e année pour chauffeur d'autobus. Moi, je me rappelle qu'il y avait du monde dans ce temps-là qui avait, si tu avais, je ne sais pas si ça a changé, là. Si tu avais une 12e année, tu pouvais appliquer pour un poste permanent. Si tu avais une 10e année, tu ne pouvais pas appliquer pour un permanent. Tu peux chauffer, là. Si toi, maintenant, tu étais un chauffeur d'autobus, puis tu prenais un congé pour 2 ans, moi, j'avais une 10e année, je pouvais chauffer pour 2 ans. Et là, si dans le poste d'un de vacances, je ne pouvais pas appliquer pour. Et il y a des droits il y avait des droits de politique, je ne sais pas si ça a changé. Je peux revenir à la proposition. Oui. Mais la proposition n'est pas dans ce sens-là. Elle est pas dans ce Non, j'avance juste un point, là, c'est juste un petit point que je peux faire. D'avoir entendu chauffeur d'autobus. D'autres commentaires sur la proposition de supporter l'université dans ses démarches avec Munson? Faites-vous la question? Question. Ceux qui sont en faveur, c'est différent vraiment? Oui. C'est contre? C'est adopté. Ça va, ça, Catherine? À complet? D'autres choses? Vite, avant de Joseph? Je crois que c'était le journal. Juste pour répondre à Denis, là. C'est arrivé, ça, les 10e années, là, tu n'avais pas ta 10e année. Là, je trouve que c'est le gouvernement qui a arrivé. Parce qu'il y avait trop de gens qui laissaient l'école. Et pendant la 12e année, le gouvernement est arrivé des instituts, on avait le même problème. Si tu avais une 10e année, tu ne pouvais plus avoir d'avancement, à moins que tu allais faire ton DEG. C'est de même, ça s'est fait. Aujourd'hui, c'est là que la problématique, c'est le gouvernement qui l'a amené là. C'est pas le. Non, mais la raison pour je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de chauffeurs de truck avec une dizaine d'années. Oui, c'est qu'il y a une. Ajournement? Oui. Checker,